Bon, en vrai, on cherche tous des solutions pour soulager notre dos. On a tous déjà tenté au moins 50 000 trucs. Le problème, j'ai remarqué souvent, c'est que quand on tente des choses, je parle de moi, hein, comme je parle des patients, comme je parle de la famille, enfin, de tous les gens que je connais, c'est qu'en règle générale, on a tendance à rester dans une logique de cause-conséquence. C'est-à-dire on va chercher un phénomène qui pourrait avoir idéalement le maximum d'effets possibles sur notre qualité de vie, sur nos douleurs, etc. Bien souvent, on sait, la recherche le montre, l'humain le montre, hein, empiriquement, il y a rarement une seule cause, un seul, on va dire, curseur à mobiliser, à bouger pour améliorer les choses. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer 10 conseils. C'est on va dire les 10 conseils que je donne le plus régulièrement. Alors vous allez voir, c'est des conseils qui sont très généraux pour certains, mais qui ont vraiment un intérêt dans le sens où on va vraiment toucher un petit peu à tous les curseurs qui vont influer et qui vont potentiellement vous redonner justement un petit peu une sensation de contrôle au niveau de votre corps, de vos douleurs, de votre mental aussi, puisque si vous arrivez à mieux gérer vos douleurs, vous allez vous sentir aussi beaucoup mieux. Donc l'idée, ça va être ça. Donc premier conseil, le sommeil. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus à démontrer, le sommeil, c'est véritablement une variable hyper importante, à la fois dans la récupération. Je parle de ça par exemple dans le sport, dans la prévention des blessures, dans l'amélioration des performances, mais également dans la prise en charge des douleurs. Alors voilà, je joue un peu au jeu, hein, je vous mets quelques liens, quelques études dans la vidéo, je vous mettrai que les photos, je les mettrai pas en description, comme ça vous aurez la photo. Donc l'idée, encore une fois, le sommeil, c'est la variable qui fait que tout votre système va être en capacité de bien récupérer, puisque pendant le sommeil, il se passe tout un tas de choses. Il y a évidemment des processus de réparation qui rentrent en jeu, il y a également des processus d'intégration neurologique, moteur, cognitif, qui viennent justement on va dire s'assembler et être intégrés au sein du système. Donc le sommeil, c'est véritablement la première chose sur laquelle je vous invite en tout cas à vous intéresser au sommeil et à essayer d'améliorer votre sommeil. Donc vous connaissez déjà plein de conseils hein, pour améliorer le sommeil, pas trop d'écran le soir, éviter de se coucher avec le téléphone sur le nez, ne pas se coucher trop tard. On sait que pour un adulte, on va dire, alors j'ai plus les âges en tête, hein, mais en adulte on va dire entre 20 et 40 ans, voilà, c'est entre 7 et 9 heures de sommeil. Donc ça, c'est quelque chose d'acté. Évidemment, il y a toujours des gens hors des courbes, il y a des gens qui ont besoin de plus, il y a des gens qui ont besoin de moins, mais c'est une moyenne. Est-ce que cette moyenne vous convient ou pas? Eh bien, il faut faire des tests. Si vous avez l'habitude de dormir 6 heures par nuit et que vous vous sentez fatigué, si vous dormez 1 heure ou 2 de plus, si vous pouvez essayer de le faire, et 1 heure ou 2 de plus, hein, c'est pas forcément par jour. C'est-à-dire que c'est un quota aussi par semaine. Vous pouvez très bien rajouter une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là pour tenter dans un premier temps. Donc premier point, le sommeil, véritablement important, et j'insiste là-dessus. Moi, j'ai mal dormi il y a 2 nuits et je suis en train de récupérer. J'ai dormi un peu plus aujourd'hui, donc je me sens mieux. Voilà. Deuxième point, et évidemment, ça va surprendre personne, le mouvement. Le mouvement. Les Anglais, ils disent « motion is lotion ». Le mouvement, c'est de la crème, c'est du baume antidouleur. Donc vraiment, de bouger, on le sait aujourd'hui, on a suffisamment d'études, de recul, d'observations, de cliniques là-dessus, pour dire que le mouvement, véritablement, quand il y a des douleurs, en tout cas, quand il n'y a pas de problématique véritablement grave, de fractures ou de choses qui sont contre-indiquées au mouvement, le mouvement est véritablement un des piliers pour récupérer de vos douleurs. Donc je vous invite véritablement à bouger, ça peut paraître contre-intuitif quand on a mal, mais c'est véritablement un antidouleur naturel que vous allez pouvoir justement utiliser. Et j'y viendrai un petit peu plus dans le troisième point, mais le mouvement, c'est vraiment ça, c'est votre corps. Imaginez-vous quand même que vous avez un membre inférieur. Sur le membre inférieur, il doit y avoir quoi? Allez, on va dire autour de un petit peu plus de 90 muscles. Vous avez au minimum une vingtaine d'os. Donc, c'est toutes des pièces qui sont articulées avec des muscles qui sont là donc pour le mouvement. Donc, si vous ne bougez pas, ce que vous n'utilisez pas, vous le perdez. Et si vous le perdez, étant donné tout le schéma neurologique et tout le schéma corporel que vous avez, ça peut être une porte d'entrée pour justement avoir une perte de perception, ou en tout cas un défaut de contrôle et de perception de cette zone-là. Et ce défaut peut éventuellement se transformer en douleur, comme ça peut se transformer dans tout un tas d'autres symptômes. Mais le mouvement est véritablement
important. Donc justement, troisième point, à propos de tous ces muscles et de toutes ces articulations. Donc j'ai appelé ça l'activation et le renforcement musculaire. Renforcement, j'aime pas trop ça parce que ça laisse penser qu'il faut que la partie n'est pas forte et qu'il faut augmenter la force de cette zone-là. Je préfère le terme d'activation, même si effectivement, voilà, c'est jouer un peu sur les mots, on va dire, mais le sens n'est pas véritablement le même. Pourquoi le renforcement? On sait que le muscle, il n'a pas besoin que d'être étiré. Le muscle, c'est une entité très élastique, qui est là à la fois pour restituer de la puissance via l'élasticité, mais qui est également là pour mobiliser des pièces osseuses, pour vous permettre de bouger. Et une des particularités qu'on a justement avec ce système musculo-squelettique, c'est qu'il est soumis à des contraintes. Et donc pour augmenter la capacité du système à subir et à accepter, à tolérer de la contrainte, eh ben, il faut lui en imposer régulièrement à petite dose, de plus en plus, pour lui permettre de justement de se renforcer et de tolérer plus facilement ce que vous lui demandez au quotidien. Ça veut dire que il va y avoir des phases de renforcement, on va dire des phases de progression, si vous voulez. Et pour toute phase de progression, ça on y reviendra sur l'alimentation, pour toute phase de progression, il faut impérativement une phase de stabilisation. Il faut être en capacité de stabiliser les progrès qu'on a faits, de manière à ce que le corps, lui, ait un signal qui soit franc et dire bon ben voilà, on a réussi à t'amener là, maintenant on va stabiliser un moment. Ça permet également au corps de récupérer, de ne pas être tout le temps en phase de progression, parce que progresser, ça demande de l'énergie, ça sollicite beaucoup de ressources, et donc on ne peut pas le faire indéfiniment, il faut inévitablement à un moment donné stabiliser les choses. Donc le renfort qu'on appelle classiquement, donc ça peut être au poids de corps, ça peut être avec des poids, ça va être hyper important à la fois pour les muscles, pour la densité osseuse, pour vos cartilages. Vos cartilages se reconstruisent via une alternance de contraintes, décontraintes. Si vous perdez cette alternance de contraintes, décontraintes, inévitablement il y aura plus d'usure. C'est comme ça, c'est biologique, ça se passe comme ça dans le corps. Le cartilage, pour être produit, a besoin d'une contrainte, et pouvoir, une fois que la contrainte est passée, il faut qu'il puisse être en décontrainte. C'est pour ça que le sport a véritablement un intérêt dans la fabrication osseuse et dans la fabrication de cartilage, tout comme il a un très bon intérêt dans la santé de vos tendons, quand il est fait évidemment de manière progressive et pas en excès, ne pas dépasser les capacités de votre corps, et également très intéressant pour le muscle, puisqu'on va à la fois, entre guillemets, avoir un impact sur le muscle. Donc par exemple de reprendre le sport, on va créer un peu d'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire qu'on va faire grossir le muscle, un peu, hein, vous n'allez pas devenir Hulk comme ça du jour au lendemain, et on va également avoir un très bon effet neurophysiologique, puisque l'activité physique, le renforcement, l'effort va générer, on va dire, une pharmacie interne, notamment via les endorphines, hein, que vous connaissez bien. C'est on va dire, les hormones qui vous font vous sentir bien après le sport, et c'est en ça que le renforcement est véritablement intéressant. Je m'arrête là pour le renfort, sinon je vais y passer encore trop de temps. Quatrième point, prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour vous, et ça va rejoindre une notion dont je vais reparler un peu plus tard dans la vidéo, qui est celle de l'auto-efficacité. Prendre du temps pour vous, c'est véritablement vital pour faire le point un petit peu et prendre du recul sur votre situation. C'est-à-dire que on vit des vies à 300 à l'heure avec nos modes de vie occidentaux. On va toujours vite, il faut toujours que ça aille vite, et quand ça va trop lentement, ça nous frustre, on n'est pas content parce qu'on a été habitué un peu à ça. Prendre le temps de faire les choses et prendre le temps des fois de ne rien faire ou de faire moins, ça va permettre aussi à votre corps de se reposer. Alors vous allez le faire sortir un petit peu de sa zone d'habitude de confort, donc il ne va pas forcément bien le vivre, il va éventuellement vous renvoyer des signaux d'inconfort, ça c'est totalement normal, mais c'est quelque chose dont il a besoin. Votre corps et votre cerveau ont besoin tous les deux de phases de répit, de phases de repos, pour pouvoir intégrer, comprendre, encoder et générer une réponse par la suite, pour que vous puissiez justement adapter au mieux la réponse que vous allez donner à ce que vous vivez, et pour que vous puissiez vous adapter au mieux à l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc prendre du temps pour vous, ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer par aller faire une petite marche sans écouteurs, sans rien, juste pour vous prendre l'air. Ça peut être
à travers un moment où vous allez contempler un paysage, ça peut être à travers tout un tas d'autres choses, mais du temps pour vous où vous allez être vraiment sur une phase off, où vous n'allez pas avoir de stimulation, où vous n'allez pas avoir de choses à faire, entre guillemets. Donc vraiment, je vous invite vraiment à essayer de trouver des petites choses à faire comme ça. Au début, encore une fois, toujours dans une phase de progression. Ne commencez pas par 1 heure, ça sert à rien parce que vous allez vite vous ennuyer et puis vous allez bouillonner. Commencez par 5-10 minutes déjà, ce sera très très bien. Et puis augmentez au fur et à mesure. Vous allez voir, vous allez pouvoir en tirer énormément de bénéfices. On va retourner un tout petit peu au mouvement avec un 5e point. Ce 5e point, ça va être la marche. La marche, très clairement, c'est à la fois une activité qui est totalement sous-cotée et à la fois, c'est quelque chose de tellement naturel qu'on a tendance à l'oublier. Donc la marche, c'est ce pourquoi on est fait. Si vous regardez anatomiquement le corps humain, le haut du corps, donc on a un tronc avec des bras qui sont très mobiles, qui vont nous permettre d'attraper, de bouger, de tirer, de pousser. Et on a un bas du corps qui est très stable, avec souvent des jambes quand même relativement longues par rapport à si vous regardez par exemple un chien ça a un très très long buste et des jambes qui sont relativement courtes par rapport au buste. Nous, on a tendance à avoir des très longues jambes, donc on est fait pour marcher, on est fait pour courir. Donc c'est vraiment une variable à venir exploiter au niveau du corps humain, et on sait aussi que la marche a d'énormes bénéfices sur le cerveau, et sur la façon dont on va gérer les douleurs, puisque marcher, ça va vous permettre de prendre l'air, ça va vous permettre de vous oxygéner, et ça va vous permettre de passer un petit peu en mode aussi off. Sortir un petit peu, de s'extirper un petit peu de ce mode pleine bourre qu'on peut avoir toute la journée, et on sait que la marche va avoir un rôle à la fois dans la façon dont vous allez percevoir votre corps, dont vous allez gérer vos douleurs, et donc c'est véritablement important de marcher régulièrement, et de marcher si possible en nature, au milieu de la nature, tout simplement parce que le fait de marcher au niveau des arbres, il y a une forme de reconnexion, vous êtes complètement en dehors de tout ce qui va faire la ville, qui n'est pas véritablement notre première nature, on va dire, et de se reconnecter un petit peu à soi via la nature, c'est quelque chose qui a véritablement un impact sur le cerveau et sur la façon dont il va percevoir l'environnement dans lequel vous évoluez, et donc au niveau de la façon de l'information qui va vous être transmise en retour, ce sera certainement une information, en tout cas beaucoup plus probablement une information de bien-être. Donc c'est ça qui est véritablement important avec la marche. Ensuite, un sujet qui me tient, donc 6e point, ok. Un sujet, vous savez, qui me tient à cœur, sur lequel la chaîne a démarré, la chaîne a décollé avec ce sujet-là, c'est la respiration. Donc, est-ce que j'ai véritablement besoin encore de vous expliquer les bienfaits de la respiration ? Évidemment que je vais le faire. Hein. Donc, la respiration, pour rappel, hein, c'est le seul processus neurophysiologique autonome sur lequel on a un contrôle. C'est-à-dire que vous n'avez pas véritablement de contrôle sur votre mouvement, sur les mouvements intestinaux, vous n'avez pas de contrôle sur vos battements cardiaques, vous n'avez pas de contrôle sur on va dire, enfin, en tout cas pas de contrôle direct sur la création ou non d'hormones. Par contre, vous avez un contrôle complet sur votre respiration. Et pourtant, la respiration, c'est un processus qui est autonome. Il est automatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de penser à respirer pour respirer. Or, vous avez la capacité de jouer sur cette respiration et de jouer avec, et j'utilise bien le terme jouer, parce que c'est véritablement ce que je vous invite à faire. Vous allez voir qu'en modulant le rythme respiratoire, les phases respiratoires, les zones avec lesquelles vous allez respirer, si vous respirez avec le ventre, si vous respirez avec la cage thoracique, etc., etc., vous allez pouvoir à la fois jouer sur la façon dont vous allez vous sentir mentalement, la façon dont vous allez ressentir votre corps, la façon dont vous allez ressentir les douleurs éventuellement de votre corps, et vous allez être en capacité d'apaiser tout ça. Donc je vous renvoie évidemment vers des vidéos que j'ai déjà tournées sur le sujet, mais la respiration, c'est véritablement une mine d'or pour gérer justement à la fois vos douleurs, les moments où vous vous sentez un peu moins bien, et tous ces petits symptômes qu'on peut avoir de stress, d'angoisse, d'anxiété. C'est véritablement un outil hors du commun que vous allez pouvoir apprendre à utiliser au fur et à mesure. Ça peut commencer par des choses très très simples et basiques
comme la respiration abdominale, comme on peut vraiment passer sur des phases avec de l'apnée, avec des respirations explosives, avec tout un tas d'autres choses qui viennent graviter autour de la respiration. Et la respiration, c'est véritablement un modulateur, voilà, de la façon dont vous allez vous sentir, puisque, encore une fois, un peu comme avec l'activité physique, vous allez sécréter également beaucoup de neurotransmetteurs et de petites substances à l'intérieur de votre corps qui vont permettre de calmer un petit peu la façon dont vous allez vous sentir. Et on sait que la respiration modifie également le schéma neuronal dans lequel vous allez vous trouver. Donc ensuite, 7e point. Le 7e point, c'est la nourriture. La nourriture, on oublie trop souvent que le corps a besoin d'énergie et que, en fonction de ce qu'on met dans notre corps, on ne va pas se sentir pareil. Votre corps utilise ce que vous mangez pour produire les substances internes nécessaires à votre métabolisme et au fonctionnement de votre corps humain. Okay. Donc si vous ne mettez pas les bonnes choses à l'intérieur de votre corps humain, à un moment donné, votre corps il va vous envoyer des signaux pour vous dire « Écoute là mon pote, il y a des trucs qui vont pas, il me manque des choses, ou il y a trop de mauvaises choses, ou il y a trop de choses comme ça qui ne me vont pas, il me faut autre chose. » Donc, c'est là où je vais revenir un petit peu à cette notion de stabilisation. C'est que votre corps, il est en recherche d'équilibre permanent. Ok ? Il est jamais stable, il est jamais immobile. Quand on parle de stabilité, en fait, c'est illusoire parce que votre corps est en permanence en recherche d'équilibre. Simplement, cette recherche d'équilibre, elle est énergivore. Cette recherche d'équilibre, votre corps, il va avoir besoin d'être en capacité de s'adapter. Et pour être en capacité de s'adapter, il faut à la fois lui amener un environnement qui soit propice à ce qu'il soit en capacité de s'adapter. Donc par exemple, l'excès de... Dès que vous êtes dans perte de... je vais y arriver. Quand vous avez besoin de dormir, quand vous êtes fatigué, si vous êtes dans un environnement stressant, si vous faites beaucoup de sport, ou au contraire pas du tout de sport, toutes ces choses-là, tout ce qui va être en excès, va amener le corps à perdre, on va dire, un peu de capacité d'adaptation. Et donc forcément, au niveau alimentaire, si vous mangez des choses qui à un moment donné étaient tolérées et qui à un moment donné ne le sont plus, c'est parce que le corps perd au fur et à mesure cette capacité d'adaptation en vieillissant. Plus on vieillit, moins le corps arrive à s'adapter correctement. C'est pour ça que il y a des choses sur lesquelles il est important de faire attention, et notamment l'alimentation. Manger ce dont votre corps a besoin. Loin des dogmes, loin de l'idéologie. Ce qui est important, c'est de comprendre comment votre corps assimile les choses, comment est-ce que votre corps construit des briques, comment est-ce que votre corps convertit tout ça en énergie pour justement faire les bons choix. Mais encore une fois, vous savez ce qui est bon à manger. C'est pas tant de savoir ce qui est bon à manger, c'est à la fois de donner du sens et de trouver un intérêt à manger correctement. Alors il y en a, ça va être à travers la perte de poids. Donc la perte de poids, c'est pour ça que je voulais revenir à cette phase de stabilisation. La perte de poids, on ne peut pas faire une phase de perte de poids, donc un déficit calorique ad vitam aeternam. Je parle de déficit calorique pour les personnes qui n'ont pas de pathologie, pas de problèmes hormonaux. Donc on va dire quand même une grande partie de la population, si ce n'est bien 75% de la population. Donc on va dire que c'est une banque, c'est-à-dire que vous avez un crédit tous les jours de tant de calories. Si vous mangez pas tout le crédit, ça veut dire que votre corps il va devoir aller puiser dans les réserves pour justement combler ça. Donc on va avoir une phase de perte quand c'est fait sur une plus ou moins longue durée. Et si à l'inverse vous dépensez plus que le crédit qui vous était alloué, à ce moment-là vous allez plutôt essayer de favoriser le stockage de l'énergie. Ça c'est vraiment la version ultra méga simplifiée, à savoir qu'il y a évidemment des variations en fonction de la qualité des aliments que vous allez manger et également de votre métabolisme qui est propre à chacun. Il y a des gens, on sait, qui vont avoir plutôt tendance à stocker, et il y a des gens qui vont avoir plutôt tendance à rester super secs toute l'année. C'est comme ça, on n'est pas tous égaux, ni face à la douleur, ni face à la prise de graisse, etc. Tout ça pour dire que si phase de perte il y a, phase de stabilisation impérative il doit y avoir. Tout comme phase de prise, phase de stabilisation, c'est impératif. On ne peut pas passer de perte à plus rien et remanger normalement parce que c'est là où le corps il va pas comprendre et il va dire ok, elle m'a foutu à la diète, elle va remanger hyper fort, et c'est là où on a des dérégulations au niveau du métabolisme. Ça arrive très régulièrement avec des diètes notamment cétogènes, où là on crache carrément,
il y a un crash entre guillemets du métabolisme dans le sens où le corps ne sait plus véritablement où il est et on peut avoir véritablement des dérèglements hormonaux assez importants avec des diètes beaucoup trop extrêmes. Donc sortez-vous de la tête qu'il faut faire des extrêmes, faites les changements petit à petit et surtout prenez le temps pour faire les choses. Le corps, c'est pas Amazon, le corps il a besoin de temps pour intégrer les choses et il a besoin de temps pour vous faire comprendre aussi les choses. Donc prenez véritablement le temps. Ensuite, 8e point, ça va rejoindre un petit peu le 4e point qui était de prendre du temps pour soi, mais c'est de chercher ce qui vous fait du bien. Donc à travers le temps que vous allez prendre pour vous, vous allez essayer de trouver ce qui vous fait du bien. Et ça, on revient à cette notion d'auto-efficacité, qui est véritablement quelque chose que j'essaie de mettre en avant sur cette chaîne depuis le début. C'est vraiment ce que je veux transmettre, c'est la capacité que vous allez avoir à prendre soin de vous et à trouver les choses qui marchent pour vous. Moi, en tant que professionnel de santé, évidemment, j'ai des idées, mais je ne suis pas dans votre corps, donc je donne parfois des conseils, mais souvent, ce que j'essaie de faire émerger, c'est qu'est-ce qui est important pour le patient et qu'est-ce que le patient aime réellement. Et c'est à partir de ces préférences-là, on va dire que moi, je vais essayer de construire quelque chose avec le patient pour justement lui proposer quelque chose qui ait du sens pour lui. C'est ça qui est véritablement important, c'est que si vous arrivez à donner du sens à quelque chose, vous allez pouvoir rentrer dans un processus. Si cette chose n'a pas de sens pour vous, je prends l'exemple de la natation, on a conseillé pendant des années à tout le monde de faire de la natation parce qu'on pensait que les autres sports c'était ultra traumatisant et que le corps n'était pas du tout capable de le gérer, et ben il y a plein de gens à qui ça fait chier de faire des longueurs. Moi, le premier, faire des longueurs dans la piscine, moi ça m'emmerde au plus haut point. J'aime pas du tout faire des longueurs. Alors, je préfère faire, s'il y a quelqu'un qui aime la course à pied, ben, je préfère tout faire pour trouver des moyens avec lui de le remettre à la course à pied, même si ce ne sera pas dans des performances ouf, mais je préfère qu'il ait un peu mal quand il fait la course à pied mais qu'il se régale, plutôt qu'il fasse un truc où il n'a pas forcément mal et où il s'emmerde. Encore une fois, ça dépend de la situation, ça dépend du rapport à la douleur, ça dépend de tout un tas de choses, mais encore une fois, je ne peux pas être précis et faire du cas par cas dans une vidéo comme celle-ci. Donc, 8e point, trouvez des choses qui vous font du bien. Bah, tout simplement parce que voilà, on s'emmerde assez toute la journée, donc rien que pour ça, trouver quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, ça va faire partie de la solution. C'est-à-dire que le plaisir va favoriser aussi la sécrétion biologique à l'intérieur de votre corps de tout un tas de substances qui vont vous aider à vous sentir bien. Donc si jamais vous souffrez de douleur, bah, ça va être hyper important de vous faire du bien. Donc voilà, pas plus sur ce point-là, c'est des choses qui tombent un peu sous le sens. J'ai pas envie de m'amuser à vous justifier ça de manière alambiquée avec des études qui vous montrent la sécrétion de machin, de trucs ou quoi. On le sait, il y en a suffisamment, je vais vous en mettre certainement 2-3 par-ci par-là, mais encore une fois, le point est pas là, le point est vraiment de trouver des choses qui vous font du bien pour que ça ait du sens pour vous et pour retrouver goût à faire des choses que vous avez peut-être arrêté de faire. C'est simplement pour ça. Ensuite, 9e point, ça va être l'entourage. L'entourage, les gens qui sont autour de vous. Alors je ne vais pas vous dire de changer tout votre entourage, mais déjà d'essayer de faire, enfin pas de faire comprendre, mais d'exprimer déjà, si vous vous sentez peu soutenu, d'en parler avec les gens qui sont autour de vous, et si vous avez des gens qui au contraire sont dynamiques, sont avec vous, sont positifs, vous font du bien, etc., bah c'est véritablement pas d'être reconnaissant, je veux dire, mais c'est quelque chose de très important à l'entourage, puisque l'aspect social de la douleur va véritablement être important dans la phase de récupération et à la fois dans la phase de passage en chronique ou pas. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui minimisent autour de vous les douleurs que vous allez ressentir, bah, il y a de grandes chances que vous vous sentiez un peu seul face à votre problématique. Alors que si vous avez des gens qui sont là quand même, qui vous soutiennent et qui vous aident un petit peu à trouver des choses qui vous font du bien, dans ce cas-là, il y a potentiellement un peu plus de chances, si ça a du sens pour vous, que ça vous aide plus qu'autre chose. Donc entourez-vous de personnes qui vont non pas minimiser et non pas dire c'est dans votre tête ou quoi que ce soit, mais des gens qui vont justement essayer de vous soutenir. Et ça m'amène à mon dernier point, qui va concerner les professionnels de santé. Entourez-vous et trouvez un ostéo, un kiné, un médecin, peu importe le professionnel, quelqu'un qui vous écoute, qui soit à jour avec les connaissances scientifiques et humaines de la douleur,
et de n'importe quel autre problème, quelque part, si vous voulez. Quelqu'un qui soit capable de vous écouter, quelqu'un qui soit capable de vous rassurer, qui soit capable de vous expliquer, et surtout qui vous mette à l'aise, parce que quand vous passez du temps avec quelqu'un qui vous soigne, il y a besoin qu'une relation se crée, qu'il y ait une alliance entre deux personnes pour pouvoir construire on va dire un projet de soin, on va dire quelque chose qui puisse vous amener vers du mieux. Alors souvent on a tendance, encore une fois, naturellement, un peu, ou par déformation, je ne sais pas, à se concentrer sur une variable comme la douleur, et on oublie des fois les autres variables. Mais ce qui est important, c'est de se concentrer sur la personne qui est en face de soi, et sur qu'est-ce qui est important pour elle. La douleur, ça va des fois être une conséquence, des fois ça va être véritablement la cause de tous les troubles, enfin la cause, vous voyez, déformation. En tout cas, c'est ce sur quoi la personne va focaliser. Donc ce qui est important, c'est vraiment que vous trouviez quelqu'un qui soit en capacité de vous accompagner, et qui vous écoute, qui ne vous juge pas, qui vous mette à l'aise et vraiment qui soit capable de vous expliquer si vous avez besoin d'explications et de donner du sens un petit peu à ce que vous êtes en train de vivre, parce que des fois ça peut durer plus ou moins longtemps, de quelques semaines à plusieurs années, et donc il faut véritablement trouver quelqu'un qui soit compétent là-dedans. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vais m'arrêter là pour tous ces petits points, donc les 10 points, vous les avez. Je vous rappelle également que mon livre est toujours en vente, que vous pouvez l'acheter en description. Si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un gros pouce bleu. Si vous avez des suggestions, commentaires juste en dessous de la vidéo, et puis moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.